Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue tout particulièrement à Jean-François Zorn qui a quitté son pays Viganais pour nous rejoindre ici pour le temps de cette conférence. La question de la colonisation peut paraître étrangère, c'est ce que nous disions là avant la conférence, aux préoccupations habituelles du musée du désert. Pourtant, je vois deux raisons pour lesquelles c'est pas totalement impensable de parler de colonisation ici. D'une part, on aime bien les commémorations, vous le savez, au musée du désert, et cette année, on commémore le 200e anniversaire de la Société des missions de Paris, qui est devenue le DEFAP par la suite, et donc qui n'existe plus en tant que Société des missions de Paris, mais bon, voilà, c'est quand même son 200e anniversaire. Et puis, il n'est pas inintéressant de se rappeler que les Huguenots, à leur manière, ont aussi été des colons et ont aussi participé à une certaine forme de colonisation quand ils sont partis au refuge. Ça a l'avantage de nous montrer que la question des colonisations ouvre un champ de réflexion plus important que ce qui y paraît souvent, comme dans de nombreux autres domaines d'ailleurs, mais ici, plus qu'ailleurs, je crois, il faut se méfier des simplifications, et tous ceux qui ont travaillé dans le domaine de la mission et des relations internationales et interculturelles le savent bien. C'est le cas de Jean-François Zorn, qui, avant d'être professeur d'histoire à la faculté de Montpellier, a été responsable du service protestant de mission, le DEFAP, qui à l'époque ne s'appelait pas service protestant de mission, mais qui était déjà le DEFAP, et donc qui a été en contact avec le terrain, avec des relations internationales. Dans ton ouvrage que j'ai ici, le grand siècle d'une mission protestante, j'ai eu la curiosité d'aller revoir, parce que je ne le lis pas tous les jours, d'aller revoir ce que tu disais de la colonisation. Et j'ai trouvé que l'index de l'ouvrage indique 154 pages dans lesquelles apparaît le terme même de colonisation. Et dans cet ouvrage, donc, tu essaies de démêler les fils ô combien embrouillés de la colonisation et de la mission. Comment ça s'articule, comment on distingue l'un de l'autre. Et aujourd'hui, cette problématique me paraît d'une importance non négligeable, et en politique, et pour les églises. Je pense ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé au Mali, le rejet de la France, enfin bon, vous voyez tout ce qui ressort actuellement, qui sont des conséquences de la colonisation, et puis la problématique des relations avec les églises du Sud, y compris celles qui sont en France aujourd'hui, et qui se retrouvent dans une position étrange d'églises africaines en France, chez les anciens colonisateurs, etc. Et donc pour construire avec nos partenaires ecclésiaux des relations saines, d'interdépendance, et dépasser peut-être les stades de la dépendance et puis des indépendances. Peut-être faut-il le regard et le travail de l'historien que tu es, et nous espérons donc que tu vas nous éclairer sur toutes ces questions et nous permettre de voir la colonisation et le rapport avec les églises et la mission d'une façon totalement nouvelle. Et j'en doute pas. Merci donc encore une fois d'être avec nous pour ça, et je te laisse la parole. Merci Jean-Luc, cher ami et chers collègues. Bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir particulièrement aussi à de nombreux amis que je vois dans l'Assemblée auxquels je n'ai pas forcément encore serré la main. Je suis heureux avec mon épouse de me retrouver pour la 3e fois dans ce beau lieu. J'ai prêché une fois au rassemblement du désert, et là, une fois, en 2014 encore, j'ai donné une conférence sur les protestants soldats indigènes pendant la Première Guerre mondiale. Et ce soir, donc, comme vient de le rappeler Jean-Luc, un sujet sensible, mission et colonisation, c'est ainsi que je l'ai intitulé, entre connivence et différence. Vous avez donc reçu le plan de cette conférence avec les quelques citations. Cela vous permettra, je l'espère, de ne pas vous endormir, mais je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc, dans l'esprit de beaucoup de personnes, mission et colonisation vont de pair. En tant que mouvement d'expansionnisme religieux,
chrétiens, la mission accompagne, dans l'esprit de beaucoup, la colonisation comme mouvement d'expansionnisme politique euro-américain. Cette association, mission et colonisation, est logée dans beaucoup d'esprits. Elle n'est pas dénuée de fondements. Seulement, il convient de la périodiser, comme nous le disons, nous, les historiens. Car cette association, mission et colonisation, se décline différemment d'une époque à l'autre. Je m'en tiendrai quant à moi, pour ce soir, dans le temps réduit qui m'est imparti à la période contemporaine, c'est-à-dire les 19 et 20e siècles, qui, de toute évidence, nous concernent plus que les siècles précédents, plus éloignés dans le temps, même si, Jean-Luc l'a rappelé, les Huguenots ont eu des expériences outre-mer au XVIe siècle. Je m'en tiendrai également au protestantisme, même si d'autres confessions chrétiennes, et même d'autres religions comme l'islam, ont aussi un projet missionnaire lié à une forme d'expansionnisme colonial. Il m'arrive de faire ce genre d'exposé avec des collègues spécialistes des missions catholiques. Et nous proposons alors une histoire parallèle des missions catholiques et protestantes. Et cet exercice nous permet d'établir des divergences et des convergences entre les deux confessions, engagées souvent dans le même temps et souvent sur les mêmes territoires. Mais ce soir, comme je viens de le dire, je m'en tiendrai au point de vue protestant, mais je pourrai, chemin faisant, comparer les points de vue catholiques et protestants sur notre sujet, et si vous le souhaitez, parce qu'il y a sans doute des personnes catholiques dans l'Assemblée, nous pourrons reprendre cette question dans le débat qui suivra. Notons tout de même que, face à son déroulement catholique, l'histoire missionnaire protestante présente une double différence. D'abord, elle est plus courte, car pendant la période moderne, du temps des réformateurs à la fin du XVIIIe siècle, on ne relève pas ou peu de tentatives missionnaires protestantes. Les refuges, comme ce qui se passe au Brésil et qui est relaté dans la très belle exposition qui se trouve dans l'entrée du hall du musée, animé, réalisé par nos amis Grisou, qui sont venus ici ce soir avec nous. Donc, peu ou pas de tentatives missionnaires protestantes outre-mer en direction des populations non occidentales. Les catholiques, en revanche, ont une expérience missionnaire plus longue que les protestants. Le point de vue, donc, protestant sur les rapports entre mission et colonisation, dépendant moins d'un centre tel que Rome, mais se forgeant sur le terrain missionnaire et dépendant de multiples centres européens et nord-américains, plus ou moins en lien les uns avec les autres. Ce qui fait que l'histoire missionnaire protestante, comme l'histoire protestante en général, est complexe. Le contexte dans lequel les protestants ont entrepris la mission outre-mer, dont je vais vous parler, va donc de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et je vais essayer d'aller jusqu'à nos jours vraiment. Les liens entre le mouvement colonial et le mouvement missionnaire ont évolué et ont muté suivant une périodisation généralement admise par les historiens, selon laquelle un premier XIXe siècle commence vers 1800, marqué par un nouvel attrait de l'Europe pour l'au-delà des mers. Et vous avez ceci sur votre plan. On commence par une période précoloniale, 1800-1860, intitulée « Une mission sans projet colonial ». Oui, la mission protestante, autant la mission intérieure, celle qui a été célébrée l'année dernière avec la mission populaire évangélique, que la mission extérieure, cette mission protestante démarre en pleine réaction contre le rationalisme du siècle des Lumières. C'est pourquoi on peut assimiler la mission à cette époque à un mouvement romantique. Mais la rupture, voyez-vous, avec le siècle des Lumières n'est pas totale, car ce siècle, le XVIIIe siècle, lègue au suivant, le XIXe, une confiance retrouvée en l'homme et en tout homme. Ainsi, on ne nomme plus l'autre comme sauvage, comme on le faisait avant, mais comme un naturel. Les mots sont importants. Naturel que l'on pense évangélisable, c'est les gens de l'époque, et que l'on pense civilisable, au nom des droits de l'homme. Ce qui donne
à ces gens-là, désormais, a priori, le statut de citoyen, qu'ils n'avaient pas avant. Ils n'avaient ni âme, ni corps social, ils deviennent des citoyens. Cette confiance en l'homme, donc au XIXe siècle, se manifeste notamment par sa puissance religieuse retrouvée, puissance religieuse qui avait été largement comprimée et réprimée au siècle précédent, et par sa volonté de vivre publiquement sa spiritualité. Ainsi, les protestants, qu'on nomme revivalistes, sur le néologisme forgé de l'anglais revival, ces protestants revivalistes redécouvrent au XIXe siècle le ministère de la prière qui va être canalisé par les sociétés missionnaires tant intérieures qu'extérieures. Alors les plus anciennes sociétés missionnaires, et je les ai indiquées sur le plan, sont britanniques, comme la London Missionary Society, mission de Londres, fondée en 1795, suivie d'autres aux Pays-Bas, en Suisse, avec la Basler Mission, fondée en 1815, la mission de Bâle, et en France, donc, avec la Société des missions évangéliques de Paris, fondée en 1822, il y a juste 2 siècles. C'est pourquoi je remercie M. Carbonnier d'avoir accepté qu'il y ait une conférence, en quelque sorte, commémorative de cette grande expérience, 200 ans. L'intitulé évangélique, comme mission populaire évangélique, de la mission de Paris, je vais l'appeler comme ça, indique à la fois des options théologiques et ecclésiastiques, car ce type de société naît en marge des églises et a comme objectif de les réveiller en leur insufflant l'esprit missionnaire évangélique qui prétend se situer au-delà des querelles théologiques et des divisions ecclésiastiques. Cette spiritualité que je viens très sommairement de décrire, de type évangélique, prétend s'adresser à tout être humain sans distinction de classe ni d'ethnie. On aurait dit de race à l'époque. C'est pourquoi elle nourrit l'imaginaire occidental, selon lequel là-bas, au loin, en Afrique, en Asie, en Océanie, existe un païen malheureux. Un païen malheureux de ne pas savoir qu'il appartient à l'unique genre humain et qui a donc des droits, et encore plus malheureux de ne pas savoir qu'il est aimé du Dieu unique révélé dans les Écritures. Vous voyez le programme. C'est donc animé par cette vision universaliste de l'évangélisation que les missionnaires protestants du début du XIXe siècle embarquent pour l'outre-mer afin d'y répandre, formule de l'époque, les lumières du pur évangile destiné à lutter contre le paganisme. Je prends les mots de l'époque et les historiens utilisent les mots de l'époque. Malgré cette vision universaliste, les missionnaires, entendez bien, à cette époque, n'ont pas de vision impérialiste. Ils œuvrent aux côtés des philanthropes qui luttent contre l'esclavage, aux côtés des explorateurs qui travaillent pour le compte des sociétés de géographie, très nombreuses au XIXe siècle, aux côtés des négociants, censés remplacer l'infâme commerce de l'esclavage, l'infâme négoce de l'esclavage, par un commerce légitime. C'est la grande théorie des libéraux. Commerce légitime avec les naturels, vus comme des partenaires des futurs échanges avec l'Europe. Vous allez me dire, c'est très idéal, mais c'était ce que croyaient ces gens-là. Bien. Quelquefois, les missionnaires remplissent toutes ces fonctions. Explorateurs, philanthropes, commerçants, quelquefois. Mais ils avancent sans le soutien des États européens. Et quand ceux-ci, période précoloniale, quand ceux-ci sont présents sous forme d'une antenne consulaire ou d'un comptoir commercial, les missionnaires les évitent ou n'y ont recours que lorsque leur liberté religieuse est menacée. C'est ainsi qu'avant d'embarquer, les missionnaires reçoivent des instructions et parmi celles-ci, l'une d'entre elles, que vous avez sur votre feuille, concerne généralement l'attitude à adopter vis-à-vis des autorités politiques, qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient autochtones, indigènes, disait-on à l'époque. Je lis, « Il est de votre devoir de vous prévenir contre toute intervention dans les affaires politiques et des querelles séculières. » C'est une instruction donnée aux missionnaires méthodistes britanniques en partance pour la Gold Coast, le Ghana, en 1834.
Mais comme on le sait, les missionnaires ont besoin de l'entremise des autorités traditionnelles et étrangères pour s'installer. Mais les instructions qu'ils ont pour s'installer les incitent à adopter, position très calviniste, la loyauté envers les institutions politiques. Dans les récits de leurs premières installations, on indique que si le missionnaire a pu s'implanter dans tel ou tel lieu, c'est à la demande du chef traditionnel. En effet, au cours de la première moitié du XIXe siècle, les continents africains, océaniens, asiatiques passent par une phase de recomposition nationale et pour ce faire, leurs chefs traditionnels ont besoin de conseillers avisés pour organiser leurs États, leurs ethnies en États. Les missionnaires vont alors jouer un rôle très important. Mais eux arrivent avec une offre religieuse et se trouvent face à une demande politique. Le chef leur dit, écoutez, devenez mon ministère des Affaires étrangères, etc. Se produit alors ce que les chercheurs nomment un malentendu productif. Un malentendu productif entre la demande des chefs et l'offre des missionnaires. Et dans le meilleur des cas, ces missionnaires reçoivent l'autorisation de s'installer à leur côté, d'ouvrir une école, un dispensaire, éventuellement, de dresser une chapelle. Et l'idéal missionnaire protestant de cette époque est de créer partout dans le monde des petits États ou royaumes dont le chef ou le roi, ami du christianisme, voire converti, pas nécessairement, considérera tôt ou tard le christianisme comme une bonne religion, sinon la meilleure, mais pas forcément officielle, parce qu'ils vont permettre l'arrivée des autres, des catholiques, des musulmans, etc., et les conflits arriveront. Dans les bureaux des sociétés missionnaires, en Europe, on parle volontiers d'un âge d'or des missions, ainsi défini en 1851 par Henry Venn, le directeur de la Church Missionary Society, une société de mission anglicane. Vous avez ce texte sur votre papier. Le résultat, comme le but de la mission du point de vue ecclésiastique, c'est l'établissement d'une église indigène sous la direction de pasteurs indigènes avec un système d'autonomie financière self-supporting. La mission se transformera ainsi en communauté locale chrétienne et l'œuvre missionnaire devra se transporter plus loin. 1851. Faisons une rapide synthèse de cette première phase précoloniale et romantique qui s'achève vers les années 60. Oui, je suis obligé d'aller vite parce que je ne veux pas parler plus de 45 minutes et vous donner la parole. La vision universalisante des missionnaires occidentaux que je viens de décrire est infléchie à partir de 1860, en gros, par une tendance lourde, la conquête coloniale des États européens entrés en compétition afin de défendre leurs intérêts nationaux. Et la réaction ne se fait pas attendre, de la part de ceux qui se découvrent bel et bien colonisés et, quelquefois, spoliés. Les voilà qui accusent les missionnaires d'avoir ouvert la voie aux agents de l'impérialisme. Leur œuvre missionnaire est contestée au nom de la religion traditionnelle qui se réveille et du nationalisme autochtone qui surgit. Cette situation va immanquablement provoquer une réorientation de la mission et modifier ses relations avec la réalité coloniale qui désormais s'impose. Et nous entrons donc dans la deuxième période dont je voudrais vous parler, la période coloniale proprement dite, 1860-1950, une mission dans le projet colonial. Notez la période, 1860-1950. C'est 100 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu. On dit la colonisation comme si ça avait 2000 ans. Mais là, c'est une période fort courte. Vous verrez pour la suite ce que ça devient. Donc, 1860 environ, la colonisation comme conquête est là. Alors qu'en 1860, voyez-vous, 10% seulement du territoire africain était sous influence occidentale, par le jeu des accords de protectorat. Et le mot protectorat veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le protectorat, normalement, protège
la souveraineté locale. 30 ans plus tard, c'est la quasi-totalité du continent qui passe sous contrôle occidental direct par le jeu des annexions. Alors une conférence internationale est tenue à Berlin. En 1884, septembre jusqu'à février 1885, convoquée par Otto von Bismarck et par notre cher Jules Ferry. Et cette conférence franco-allemande, vous voyez, on est juste après la guerre précédente, n'est-ce pas? Cette conférence internationale tenue à Berlin se donne un objectif officiel, initial, limité et humanitaire. Assurer la libre circulation sur les fleuves Congo et Niger, les plus grands fleuves d'Afrique et même du monde, et condamner l'esclavage. Donc vous voyez, commerce et condamnation de l'esclavage, c'est ce qui était déjà dit au départ, avant. Mais en fait à Berlin, en l'absence des nations africaines concernées, il faut bien le dire, les 14 pays européens, dont la Turquie, les USA et la Russie, ces 14 nations jettent les bases du partage de la totalité du monde, pas seulement l'Afrique, mais donnent une vision de la manière de partager le monde en zones de domination occidentale et décrètent simultanément, c'est écrit dans les textes, je ne vous les cite pas, mais croyez-moi, le droit à la colonisation territoriale et le droit à la mission. La mission devenant une action humanitaire que la puissance publique entend protéger. D'ailleurs, le délégué turc, qui n'a pas manqué de s'exprimer, quand on a dit que les missions avaient le droit d'ériger des temples et des chapelles, il a levé le doigt et a dit « et les mosquées ?» Et on a ajouté, on a enlevé temples et chapelles et on a mis édifices religieux. De sorte que, si l'on lit la conférence africaine de Berlin, les musulmans ont aussi le droit de s'installer et bénéficient de ce droit à la colonisation. Il est toujours bon que les historiens rappellent quand même les choses qui se sont écrites. Après, dans la pratique, c'est un peu différent. Dans l'acte final de la conférence de Berlin, donc la mission, en tant que mouvement religieux, reçoit donc le droit d'être protégée par la puissance publique. Dans ces conditions faites à la mission, par la colonisation, vous voyez bien que l'élan romantique, évangélique et revivaliste qui caractérisait le début du siècle, cette vision-là doit se transformer profondément et faire face à des défis redoutables. Dans les organismes missionnaires protestants, pareil chez les catholiques, mais enfin chez les protestants, on interprète la conquête coloniale comme un fait providentiel. Un fait, donc, contre lequel on ne peut rien, qu'on peut même condamner avec vigueur, mais qui est là, avec lequel il faut compter de manière réaliste. Providentiel, mais que Dieu n'a pas forcément voulu, mais qui peut servir son règne si l'on sait lire entre les signes de l'histoire ceux qui vont dans le sens du règne de Dieu et ceux qui risquent de le défigurer. Voici comment, en 1885, Alfred Bögner, l'oncle de Marc, célèbre ici, directeur de la mission de Paris, déjà engagé au Lesotho et au Sénégal, avant d'entrer en action au Gabon, aux Zambèze, à Madagascar, puis dans le Pacifique, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Voici comment il interprète cette conférence africaine de Berlin. Vous avez cette citation. Quel est en ce début d'année 1885 l'événement qui aura dans l'histoire le retentissement le plus prolongé? N'est-ce pas cette conférence africaine où les destinées ultérieures du continent noir sont étudiées et réglées? On peut dès lors conclure sur l'horloge de l'histoire que l'heure des missions a sonné. Ding, ding, ding. Devant cette nouvelle donne, les missionnaires protestants, dont je vous ai dit qu'ils étaient fort contestés, ne rentrent pas en Europe. Malgré les difficultés, elles sont nombreuses, je peux vous le dire, je les ai étudiées dans mon bouquin, qu'ils rencontrent sur le terrain. Contestation du christianisme, accusé d'être la religion des Blancs, réveil des religions traditionnelles, sursaut de l'islam ou de l'hindouisme, qui se font les champions du nationalisme indigène, naissance des premières églises indépendantes
qui veulent se passer des missionnaires. À ces difficultés, il faut ajouter, du côté français, l'anticléricalisme et l'anglophobie des administrateurs coloniaux fraîchement débarqués, qui ont besoin d'asseoir leur autorité dans la population et auprès des autorités traditionnelles. Et combien d'administrateurs laïcs, finalement, vont soutenir la mission catholique, parce que qui dit catholique dit français, qui dit protestant dit anglais. Ils imposent, ces administrateurs, la langue française dans les écoles, comme Jules Ferry a imposé la langue française en France. Le petit Béarnais ne pouvait plus parler le français de la cour de l'école en 1882, comme le petit Paouin du Gabon ne pouvait plus parler le Paouin dans sa cour de l'école, il devait parler le français. Ils imposent la langue française, alors que, vous le savez sans doute, les missionnaires protestants de toute nationalité avaient développé l'usage des langues vernaculaires dans lesquelles la Bible, dans les années 1880, était déjà pratiquement traduite dans tous les pays de mission. Non seulement donc les missionnaires ne partent pas, mais ils arrivent en plus grand nombre et se sédentarisent. Officiellement parce qu'ils entendent prendre parti des populations dont l'intégrité culturelle, sociale, voire physique est menacée par la colonisation. Je vous assure que c'est vrai. Les missionnaires vont lutter contre cette aliénation coloniale. En effet, de nombreux missionnaires protestants se démarquent des administrateurs coloniaux et de leurs méthodes quand elles sont méprisantes et brutales. Quand elles sont normales, ils sont des républicains qui fassent leur boulot. Mais quand ils veulent faire du travail forcé et pire, alors non. Et aussi, les missionnaires ont eu une haute idée de la colonisation à l'époque, en tant que mouvement d'émancipation inspiré des droits de l'homme. C'est du Jules Ferry dans le texte. Ainsi, Frédéric Kruger, le directeur de l'école des missions de la mission de Paris, peut-il écrire dans le journal des missions en 1888, vous avez ça sur votre papier, après la phase de l'idéal international de l'Europe, après la phase de l'idéal international que l'Europe a traversé, une nouvelle période s'annonce pour la fin du siècle, celle de l'affirmation passionnée, souvent acrimonieuse, parfois comme désespérée, de la nationalité. Aujourd'hui, les missions parmi les païens, il écrit en 1888, bien au-delà des mers, longtemps ignorées, toujours méconnues, doivent servir d'instrument aux revendications nationales. Alignez-vous, s'il vous plaît, messieurs les missionnaires. Qui dit nationalisme dit évidemment rivalité entre nations, qui se lance dans la course coloniale, on appelait ça la course au clocher, notamment rivalité entre Britanniques et Français, qui se traduisent sur le plan confessionnel entre protestants anglo-saxons et catholiques latins. La mission n'échappe donc pas dans cette période au piège du nationalisme qui se traduit pour elle par une reconfessionnalisation. 3 phénomènes typiques de cette période coloniale se produisent. 1. Une structuration hiérarchique de la mission qui montre qu'on ne va plus dans le sens de l'autonomie, l'Église indigène, n'est-ce pas, mais du renforcement de la tutelle étrangère des églises nées de la mission à travers l'institution quasi généralisée de la conférence missionnaire, où seuls les missionnaires étrangers et les hommes siègent, conférence missionnaire qui coiffe l'instance synodale déjà existante des églises indigènes. Deuxièmement, l'arrivée à compter de 1860 de nouvelles sociétés missionnaires qui n'ont plus le caractère évangélique et interdénominationnel des premières, mais qui sont marquées d'un caractère confessionnel et national. Alors qu'on avait dit au début, on ne veut pas transporter les querelles ecclésiastiques là-bas. Eh bien voilà, que les sociétés missionnaires sont maintenant confessionnelles. Et alors, c'est l'obligation de s'organiser en territoire à évangéliser. Des conférences intermissionnaires se créent alors dans les grands pays comme le Congo, Madagascar, l'Inde, pour tenter de vivre une bonne entente, l'entente cordiale entre sociétés de mission. Et troisième fait de cette période coloniale, la présence missionnaire qui se voulait au début légère, autoportée, se transportant plus loin quand l'Église avait été créée, préoccupée de former un personnel local, cette présence missionnaire se renforce et s'alourdit. C'est l'époque du renforcement, je vous ai dit que j'avais bien les mots, de la station missionnaire.
la station missionnaire. Ce haut lieu où se concentrent les équipements de la mission, l'école secondaire, l'internat, l'hôpital, la ferme-école, l'école de théologie, le temple. En général, on le met sur une colline, on voit bien le clocher. Autour de cette station, qui fait partie désormais d'une chaîne de stations, se greffent les communautés indigènes. Elles sont dotées d'équipements plus modestes dans des annexes, stations missionnaires et annexes, dépendant bien entendu de la station centrale. C'est l'école primaire, alors que là-bas c'était l'école secondaire, c'est le dispensaire à la place de l'hôpital, c'est la chapelle et non plus le temple. Les nuances des mots sont très importantes. Là résident les catéchistes, n'est-ce pas ? Quelquefois, souvent les pasteurs, quand ils sont formés, il y en a déjà, et quelquefois, certains missionnaires, à tête un peu dure, qui ne désirent pas vivre dans le milieu artificiel de la station. En bref, l'esprit colonial a pénétré la mission. Synthèse, à nouveau, de cette période, je vais vite. On peut se demander alors si à l'époque coloniale ne s'est pas produit un phénomène inverse à celui que je décrivais à la période précoloniale, un malentendu improductif. Certes, le protestantisme, le christianisme, a été adopté par certains peuples d'Afrique et d'Océanie, et plutôt par certaines élites en Asie. Mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il faut bien le reconnaître, ce christianisme, sous la forme catholique ou protestante, est resté un produit d'importation, souvent plaqué sur les réalités locales, en adoptant certaines coutumes, en rejetant d'autres, en construisant des temples qui ressemblent aux temples cévenols ou des églises catholiques qui sont des cathédrales, etc., etc. Cette seconde phase coloniale s'achève à son tour avec la Deuxième Guerre mondiale. Occupés par leur reconstruction, les pays d'Europe ont dû décoloniser et l'ont fait à reculons ou dans la précipitation. C'est probablement pourquoi le retrait des métropoles s'est fait dans une telle insouciance du lendemain qu'aujourd'hui, certains observateurs et acteurs de cette période en viennent à parler de gueule de bois de l'indépendance. C'était Kamana qui disait ça, un célèbre théologien et historien africain malheureusement décédé aujourd'hui. Alors qu'en 1930, gueule de bois de l'indépendance, alors qu'en 1939, la majorité, alors la veille de la guerre, la majorité des colonisateurs et des missionnaires pensaient que leur rôle durerait encore au moins un demi-siècle. Ils ne sont pas prêts. C'est ce qu'on a appelé chez nous, dans les historiens de la mission, la période des préalables. Vous comprenez, ils ne sont pas prêts, ils sont encore ceci, encore trop cela, pas ci, pas ça, etc. On voit bien ce que ça veut dire. Ce sont, je ne vous apprends rien, l'effondrement de l'Occident au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, autant que l'affirmation des nationalismes dans l'hémisphère sud, qui sont la cause de la décolonisation. Et nous entrons dans la troisième phase, la période post-coloniale, 1950 à 2000, une mission dans le temps post-colonial. Pourtant, voyez-vous, dans les années 50, les nations occidentales qui se ressaisissent après la fin de la guerre s'attachent à montrer qu'entre le passé colonial et l'avenir post-colonial existe une continuité. C'est la règle générale des projets de Fer, de De Gaulle, etc. Il y a une continuité. Il ne faut pas partir, même s'il y a quelques coups de pied où je pense qui étaient en train de se donner. L'esprit de reconstruction de l'Europe doit donc s'appliquer outre-mer. Et l'on passe de la colonisation à la coopération. On va dévisser la plaque du ministère de la colonisation et on remet la plaque du ministère de la coopération. Et du côté des sociétés missionnaires protestantes, une nouvelle vigueur apostolique est affirmée par la création, en 1948, du Conseil œcuménique des Églises et par la tenue ultérieure de conférences missionnaires internationales qui prônent le partenariat. Un nouveau mot de l'époque comme nouvelle forme de la mission. À la différence de la période précédente, les nations occidentales ne sont plus les maîtres du jeu international.
La décolonisation est activée lors de la première conférence des 29 pays ayant obtenu leur indépendance ou en passe de l'obtenir, réunis à Bandung en 1955. Ce sont les fameux alignés dont on a parlé tout récemment et qui se sont réunis, n'est-ce pas, et qui ont pris des positions que vous savez par rapport à l'Ukraine et à la Russie. Vous voyez, on a tout d'un coup appris à la radio, à France Inter, ce que c'était que Bandung et la conférence des non-alignés. On avait complètement oublié ce troisième groupe qui n'est ni aligné sur les Occidentaux, qui voulait, ni aligné sur l'URSS. Bien qu'aucun pays d'Afrique ne réponde encore aux conditions de l'indépendance à Bandung, cette indépendance leur est virtuellement accordée. Donc, cette conférence de Bandung 1955 déconstruit la conférence de Berlin tenue 70 ans auparavant et reconnaît aux États présents et futurs les frontières héritées de la colonisation. Ça, on l'oublie. On a imposé les frontières. Mais la conférence de Bandung dit « Nous reconnaissons les frontières héritées de la colonisation ». Donc il y a bien cette fameuse continuité que prônait l'Europe. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, fondée en 1963, qui réunit les pays d'Afrique devenus majoritairement indépendants en 1960, adopte le pas. Toutes les frontières héritées de la colonisation sont conservées. Aujourd'hui, encore. Et quand ça bouge au Rwanda ou ailleurs, on voit ce que ça donne. Donc on voit mieux aujourd'hui qu'hier que cette indépendance octroyée ne change pas fondamentalement les rapports de dépendance entre les anciennes métropoles et les colonies. Mais il n'empêche qu'elle fait naître le plus grand espoir dans le mouvement missionnaire protestant associé au processus de décolonisation. Les missionnaires protestants, que deviennent-ils dans ce contexte ? À quelques rares exceptions, ils acceptent la situation créée par la décolonisation comme ils avaient accepté la colonisation en 1885. On ne parle plus de faits providentiels. Le langage théologique évolue lui aussi. Mais on salue l'évolution qui se produit comme allant dans le sens de l'histoire, de la mission et de l'Église. Et réunis à Ibadan en 1958 pour la première conférence des églises de toute l'Afrique, Nigeria, les délégués des églises protestantes et anglicanes déclarent d'Afrique, vous avez cette citation sur votre papier, « Nous nous réjouissons de la marche des pays chrétiens vers l'autonomie et nous prions Dieu pour que cette libération des énergies et des talents africains soit utilisée au service de celui que nous saluons comme le Seigneur de toute l'humanité. » Donc on reprend toutes les idées universalistes du début. Nous prions pour que l'Église chrétienne d'Afrique joue le rôle de champion, d'éducateur, de conseiller et de gardien durant ces années cruciales. La marque la plus évidente de cette période, c'est donc l'évolution des relations missionnaires. Et au moment où les églises protestantes obtiennent leur autonomie, entre 55 et 74, de la part des sociétés de mission, leur encadrement est pratiquement autochtone. Quand l'autonomie est proclamée, à ce moment-là, malgré ce que je vous ai dit du retard, les fameux préalables, tous les postes sont occupés par des pasteurs africains ou océaniens. Le personnel missionnaire, que devient-il ? Il passe sous l'autorité des églises. Les conférences missionnaires dont je vous parlais tout à l'heure sont dissoutes et leurs pouvoirs sont dévolus aux instances représentatives des églises. Je vous l'ai dit, ce processus d'autonomie des églises protestantes se déroule entre 1955 et 1974 et on a écrit beaucoup que le personnel missionnaire était parti en masse au moment de la décolonisation. Et rien n'est plus vrai. Rien n'est moins vrai. En Afrique, en Océanie, si ce n'est dans quelques pays comme Madagascar, qui à partir de 1972 et pendant 20 ans, l'Église a décrété un moratoire de l'aide financière et du personnel venant de l'étranger. Et une erreur de l'opinion, on dit que c'est nous qui avons imposé un moratoire en n'envoyant plus de missionnaires et d'argent. C'est pas vrai. C'est l'Église malgache qui dit on veut plus de missionnaires, on veut plus d'argent, on veut se passer de vous. Et en 72,
ils adoptent le système socialiste soviétique et on met tout le monde, on met les gens dehors. Bon, bref. En revanche, dans les pays où se déroule une révolution communiste plus ancienne, les missionnaires doivent partir. Je veux quand même parler ici, ça serait dommage de l'oublier, la Chine, où la quasi-totalité du personnel missionnaire catholique et protestant, des milliers, commence à quitter le pays au début de la Longue Marche en 1934. Ailleurs, on assiste à une reprise, à un renforcement de la formation du corps pastoral local grâce à l'ouverture de facultés de théologie. C'est l'époque, à Yaoundé au Cameroun, à Tananarive à Madagascar, malgré tout, à Suva aux îles Fidji, où on ouvre une faculté de théologie. Les pasteurs, donc, qui sont formés désormais là, en venant faire quelques séjours en France, le DEFA connaît l'histoire, sont appelés à prendre la relève des missionnaires, là où ceux-ci occupaient des postes paroissiaux. C'est donc plus un déplacement de fonction qu'un départ qui touche le corps des missionnaires, ceux-ci étant affectés, quand ils sont là, à des fonctions de formation, d'expertise, de coordination, en attendant que la relève soit prise également dans ces domaines. Le séjour des missionnaires est cependant plus court. Et pour traduire adéquatement ces évolutions, les sociétés missionnaires se transforment en communautés regroupant Église du Nord et Église du Sud, donc on reste ensemble, la fameuse continuité dont je parlais tout à l'heure, pour vivre de nouveaux projets apostoliques en partenariat. Ainsi, la fameuse Société des missions évangéliques de Paris, la Mission de Paris, est la première société au monde à se transformer en 1971 en communauté évangélique d'action apostolique. Les plus fervents de la mission ici connaissent cette affaire, la CEVA, qui réunit les églises missionnaires du nord de la planète à celles des églises du sud de la planète. Et c'est dans ce nouveau contexte que pratiquement disparaît la profession de missionnaire au long cours, au profit de nouveaux missionnaires, de nouveaux ministères. Là encore, les mots sont importants. On ne parle plus de missionnaires, on parle d'envoyés. C'est peut-être un euphémisme, n'est-ce pas ? On parle de collaborateurs fraternels, fraternal workers, les Américains, de volontaires, de coopérants. La figure du missionnaire du temps colonial, qu'on nommait familièrement patron, disparaît au profit de celle que, par opposition au patron, d'antan, on nomme volontiers dans les organismes missionnaires ouvriers au service de l'Église et qui n'est plus nécessairement un blanc. Puisque l'Église du Togo peut demander un missionnaire de Madagascar, l'Église du Tahiti peut demander un missionnaire suisse, etc. C'est maintenant ce partenariat qui joue. Disons-le, pour revenir sur la question politique et mission, que plusieurs responsables des nouveaux États d'Afrique, Kenneth Kaunda, président de la République du Zambie, qui était un pays non aligné à l'époque, il y a eu le socialisme de la Tanzanie très intéressant, Eduardo Mondlane, le fondateur du Front de libération du Mozambique, communiste, tous ces gens-là ont été formés dans les écoles missionnaires protestantes et sont des membres engagés dans les églises chrétiennes. Aussi, au cours des 2 premières décennies qui suivent l'indépendance des années 1960, les églises protestantes font-elles souvent figure d'institutions qui légitiment le pouvoir en place. Elles ne sauraient le critiquer publiquement, mais elles ne renoncent pas pour autant sur le mode de l'action pastorale et individuelle et discrète. On va parler aux chefs de l'État pour leur rappeler leurs responsabilités éthiques et surtout quand les manquements aux droits de l'homme sont le fait d'un président qui se dit protestant comme Gnassingbé Yadema au Togo, où j'ai vécu avec ma femme, ou qui exerce des représailles vis-à-vis de l'Église comme les bois Jonathan au Lesotho. Il y a plein d'exemples de ce type. Le cas de la Chine, encore une fois, pourtant fermée au monde depuis l'après-guerre, n'échappe pas à ce processus de légitimation du pouvoir des Églises. En effet, comme l'écrit David Adney, vous avez cette citation, en 1950, un manifeste chrétien, rédigé essentiellement sous la direction du Premier ministre Zhou Enlai, fut signé par une majorité de responsables protestants et par beaucoup de chrétiens de tout le pays. Il servit à débarrasser l'Église chinoise des influences et attaches étrangères, ouvrant ainsi la voie au comité préparatoire du mouvement patriotique des 3 autonomies. C'est les protestants avec le fameux système d'Unriven, des 3 autonomies, self-supporting, self-propagating, self-organization, qui fut constitué l'année suivante. Une partie des protestants nationalistes
accepte le MPTA, l'organisation chinoise, alors qu'une autre, anticommuniste, bien entendu, voyant dans le communisme le diable, le refuse. Les uns et les autres doivent néanmoins se constituer en église de maison, dès lors que l'activité religieuse publique est progressivement interdite en Chine. Synthèse de cette troisième période, au début des années 1980, alors que les effets de la crise économique sont de plus en plus rigoureux pour les pays du Sud, éclate au grand jour la faillite de nombreux régimes qui, toutes tendances confondues, s'étaient érigés sur le dos des peuples. Les églises protestantes, souvent en lien avec les églises catholiques et anglicanes, se manifestent alors en intervenant dans le domaine du développement et des droits de l'homme. Ainsi, en 1982, donc en pleine période socialiste scientifique, on aimait bien ce mot-là, à Madagascar, le Conseil des églises chrétiennes de Madagascar, qui représente 5 millions de membres, dont la moitié sont protestants, interpelle directement le gouvernement socialiste. Je vous cite, c'est dans votre papier. La pauvreté progresse rapidement, la famine menace, la corruption se répand partout, l'unité nationale est ébranlée. Face à ces malheurs, l'Église est prête à prendre ses responsabilités. Elle n'est pas sur la défensive, elle n'accuse pas les autres, mais elle est à l'écoute de la parole que Dieu lui adresse à travers les événements. L'Église n'a pas le droit de s'esquiver, mais elle se sait celle de la terre et lumière des nations. Enfin, alors nous avons, le DEFAP avait dressé ça, toute cette liste de réactions, de prises de position des églises dans les années 80. Au début des années 90, alors que la crise économique mondiale s'est encore durcie, les régimes en place tentent de mettre sous la pression extérieure et la poussée populaire intérieure la démocratisation en place. Les églises jouent alors un rôle capital, souvent sur le plan œcuménique, en faveur de la tenue de conférences nationales. Vous avez dans tous les pays d'Afrique des conférences nationales qui réunissent les forces vives de la nation, comme ils disent, souvent dirigées par un pasteur ou par un prêtre, à cause du crédit d'honnêteté et de désintéressement et de compétences dont les églises disposent dans la société. Et en Chine, où un conseil chrétien des églises protestantes a aussi été formé en 1980, les effets de la démocratisation se font également sentir, mais l'évangélisation publique reste strictement contrôlée. On est en Chine, n'est-ce pas? On observe néanmoins une réelle résurrection du culte public en Chine, où chaque dimanche, des temples sont ouverts, des milliers de personnes se réunissent, alors que des communautés n'ayant toujours pas accepté le fameux système de MPTA, continuent leurs activités dans le cas des églises de maison. On estime aujourd'hui à plus de 50 millions le nombre de protestants en Chine, et plus de catholiques encore sans doute. La question qui se pose à cet endroit, chers amis, est la suivante. Comment, dans une étape suivante, au-delà des années 2000, donc aujourd'hui, ces églises pourront-elles se dégager plus encore de ces liens politiques qu'elles avaient à travers les missionnaires avec les puissances occidentales, se dégager plus encore de ces liens politiques pour se consacrer à leur mission de formation d'une nouvelle citoyenneté et par le même garder la fameuse vigilance critique à l'égard d'un État dont la neutralité vis-à-vis des religions a bien de la peine à émerger, qu'il s'inscrive, cet État, dans l'idéologie libérale ou qu'il reste marqué par le communisme. Voilà la question qui se pose. Comment ces églises, elles ont, de ce côté-là, je crois, bien besoin non pas d'assistance de notre part, mais de l'écoute et, le cas échéant, de soutien et de partenariat encore plus. J'en viens à ma conclusion. Ça va, le temps? Bon, quelques mots. Je viens de parler d'une étape suivante au post-colonialisme. Période de post-colonialisme que j'ai décrit dans ma troisième partie. Alors je ne sais si vous suivez l'actualité, mais il y a bien aujourd'hui un nouveau courant, minoritaire en France parmi les historiens, très en vogue en Amérique latine, et qui commence à diffuser ses idées. Ce courant s'appelle le décolonialisme. Ce n'est plus le post-colonialisme, mais le décolonialisme. Il y a une sorte de décolonialisme, vous voyez ce que ça veut dire. Ce courant prétend que le post-colonialisme de la troisième phase que j'ai décrite ne s'est pas totalement détaché du colonialisme de la phase précédente et qu'il se perpétue
tenez-vous bien, au nom d'un universalisme négateur des différences. Avec vos droits de l'homme, vous comprenez, on essaye de tout justifier. Alors, deux exemples, j'espère que je ne vais pas recevoir trop de tomates, deux exemples touchant aux relations avec les pays ayant connu la mission défrayent la chronique dans nos pays du Nord et, à mon sens, véhiculent des idées décoloniales. La première idée, le premier exemple, c'est la restitution aux pays colonisés, n'est-ce pas, par nos musées, des objets d'art venant des pays du Sud, que ceux-ci aient été volés, c'est clair, il y en a eu, ou simplement reçus lors de transactions allant du don à l'achat. On le voit très bien dans les musées de M. Chirac ou les musées de M. Giscard d'Estaing, que quand on rend une visite en Afrique, en Inde, on vous fait un cadeau. C'est pas volé, ça c'est un cadeau. Mais il y a eu des objets volés. Bien. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, plus chaud, c'est la question du port du burkini dans les piscines de notre pays. Alors, ceux qui sont pour la restitution systématique des objets de musée, quand je dis systématique, qu'ils aient été donnés dans le cadre d'un contrat ou volés, comme ceux qui sont favorables au burkini dans les piscines, invoquent le respect d'une différence, d'une spécificité, d'une identité inaliénable des peuples sur lesquels la critique occidentale et bien pensante ne doit avoir aucune prise, car cette critique émane d'un courant universaliste venant des Lumières de l'Europe, au nom de laquelle on a colonisé et nié les cultures et les religions. Alors ce courant décolonial s'infiltre-t-il jusque dans nos milieux chrétiens et missionnaires? Eh bien, vous allez peut-être être surpris, mais ma réponse est oui. On assiste à la naissance dans nos milieux d'un courant qui voudrait éradiquer le mot « mission », car il estime qu'il est irréductiblement lié au temps colonial. Mission égale colonisation, alors que j'ai essayé de vous montrer que c'est quand même plus compliqué. Alors je vous donne un exemple pour vous dire que ce n'est pas une accusation gratuite. C'est un exemple qui est lié à la revue Perspectives missionnaires, dont je préside encore pour quelques mois les destinées. Cette revue de missiologie protestante, revue protestante de missiologie, Perspectives missionnaires au pluriel, est née en 1980. Elle a connu plusieurs mutations spécifiques, significatives. Au début des années 2000, nous avons dû fonder une association, Perspectives missionnaires, pour des raisons fiscales, et certains d'entre nous se sont demandé si le temps n'était pas venu de changer le titre de la revue, et surtout d'éviter le terme « mission » au profit de relations interreligieuses. Bien. En vogue dans certains pays anglo-saxons et en Allemagne. Eh bien, nous, dont moi, nous avons résisté en disant que nous n'avions rien contre l'ouverture à l'interreligieux, qui est d'ailleurs un sujet traité en permanence dans la revue, mais que mission, concept chrétien, avait une spécificité et qu'il ne fallait pas le diluer dans une notion, le religieux, plus large, certes, mais qui le ferait disparaître. Puis tout dernièrement, alors ça devient un peu plus chaud encore, faute de nombre d'abonnés, malheureusement, suffisant, nous avons décidé de passer cette revue, Perspectives missionnaires, au numérique. Et je vous présente le dernier numéro papier. En devenant un cahier de la revue de culture protestante Foi et Vie. Alors nous avons négocié avec Foi et Vie pour que nous entrions comme un cahier dans la revue Foi et Vie, comme il y a le cahier Christianisme social, autre temps, comme il y a le cahier des études juives, etc. Le cahier biblique. Et parmi les arguments entendus, certains ont dit « terme missionnaire, ça ne va pas. On ne peut pas garder perspective missionnaire, ça ne va pas. » Donc on nous a demandé que le titre disparaisse de la revue.
Parmi les arguments entendus, il y avait celui-ci. Il sera difficile, nous a-t-on dit, de faire cohabiter un cahier qui porte l'intitulé missionnaire avec un autre cahier associé à Foi et Vie, les cahiers d'études juives. Car missionnaire aurait une connotation prosélytique. Or, perspective missionnaire n'a jamais eu aucune velléité de ce type vis-à-vis du monde juif. Mais nous avons senti émerger là une sorte de préjugé anti-missionnaire. Ce mot lourd de sens, collé à prosélytisme, à colonisation, comme un scotch double face dont on n'arrive pas à se défaire. Le prosélytisme ne serait-il donc pas une sorte de colonialisme religieux porté par la mission? Bref, je ne vais pas développer plus, mais sachez que nous avons dû décider de changer le titre de notre revue et nous l'avons accepté. Et notre revue a voulu ne pas renier la racine mission et elle devient maintenant, sous la forme numérique, cahier d'études missiologiques et interculturelles. Et tout le monde est content. Et le numéro que je vous montre, je vous l'ai dit, est le dernier que sous la forme papier. Et vous pourrez l'acquérir ici même pour la somme de 5 €. Et après, vous pouvez aller sur Internet à Foi et Vie où vous trouverez ce revue. D'ailleurs, voyez-vous, le sujet de ce dernier numéro, c'est le prosélytisme. À bon entendeur, salut. Alors pour terminer, je voudrais quand même, vous avez compris mon opinion un peu, je vais la dire un peu plus encore. C'est les tomates, ça. Je voudrais vous dire en quelques mots ma position sur ce courant décolonial diffus. Je vous la donne à partir de la question missionnaire et de là je remonterai à la question coloniale. Ceux qui veulent éradiquer le mot mission pour les raisons que je viens d'évoquer sont, permettez-moi le jeu de mots un peu facile, des démissionnaires. Des démissionnaires qui n'ont pas cherché à refonder la mission dans la théologie, mais se contentent de l'associer systématiquement à la politique. Pourtant, d'un point de vue théologique, la mission, alors là je parle en tant que théologien, la mission est à envisager d'abord comme la mission de Dieu. Alors on dit en latin, ça fait très savant, la missio Dei. Elle est la mission de Dieu avant d'être la mission des hommes. Elle doit être essentiellement l'adresse de la parole de Dieu aux hommes à travers Jésus le Christ, la parole faite chair. C'est ça la mission, ni plus ni moins. Et repenser la mission des hommes, pratico-pratique, à partir de la mission de Dieu, devrait nous aider à éliminer les scories de la mission qui sont encore liées à la période coloniale. Et redonner à toutes les églises, qu'elles soient du nord ou du sud de la planète, la passion de la transmission de l'Évangile. La passion de la transmission de l'Évangile. Quant à la colonisation et ses séquelles, bien sûr qu'il faut les dépasser. Mais les dépasser ne signifie pas les nier, comme je pense que le mouvement décolonial le fait. Oui, en tant qu'Occidentaux, nous avons colonisé le monde, comme nous avons été jadis colonisés par ceux qu'on a d'ailleurs nommés les barbares. La colonisation est un processus civilisationnel, oui, qui engendre des conflits, des transactions, des assimilations, avec des phases paroxystiques, je vous les ai montrées, pouvant aller jusqu'au génocide. C'est clair. Le parcours de 2 siècles que je vous ai fait faire à grande enjambée a montré que le christianisme a bel et bien été mêlé à ce processus au XIXe et XXe siècle pour le meilleur et pour le pire. Je voudrais, pour mes derniers mots, retenir le meilleur, à savoir qu'aujourd'hui, vous le savez, mes amis, le centre de gravité du christianisme est au sud du monde. Le centre de gravité du christianisme est au sud du monde et c'est bien l'effet de la mission, lié à la colonisation dont je vous ai parlé. On parle aujourd'hui d'un effet retour de la mission sur notre propre Occident déchristianisé. Et la question que je vous laisse alors est de savoir comment, à la lumière de l'histoire, s'engager à nouveau dans l'aventure de la transmission de l'Évangile dans nos propres pays, avec l'aide de ceux et celles
chrétiens venus d'autres pays, afin de construire un monde habitable en tentant d'écarter les forces de domination et de mort et en tentant de sauvegarder les forces du partage, de justice et de vie. Je vous remercie.